Donc nous allons à présent passer à la phase montage des images que vous aurez filmées. Alors pour cela, nous allons ici utiliser le logiciel Final Cut 7, donc sous Macintosh. En premier lieu, je vous conseille, si vous utilisez les ordinateurs de la fac, d'arriver avec votre propre disque dur, sans quoi vous risquez d'avoir de mauvaises surprises, puisque si vous stockez les images directement sur le disque dur des ordinateurs de l'université, il peut vous arriver des accidents du genre qu'un autre étudiant efface involontairement ou volontairement d'ailleurs les images que vous aurez stockées. Donc il faut pour cela que vous ayez un disque dur externe qui soit déjà formaté sous Macintosh. Comment est-ce qu'on formate un disque sous Macintosh? C'est très simple. Vous allez, suivez ma flèche, suivez le curseur là qui se promène à l'écran. Vous avez en bas de mon écran ce qu'on appelle le dock qui vous donne accès aux différentes applications qui sont installées sur votre ordinateur. Donc il peut être en haut ou en bas de l'écran ou alors sur les côtés. Si toutefois il n'apparaît pas, c'est très simple, vous baissez votre souris, vous la faites glisser en tout cas le long des contours de l'écran et votre dock apparaîtra. Donc vous allez dans le dossier qui est indiqué ici, qui s'appelle Applications, vous cliquez dessus, vous descendez jusqu'à arriver à un autre dossier qui s'appelle Utilitaire. Donc vous avez donc le dossier Utilitaire sur lequel vous cliquez, il s'ouvre. Dans le dossier Utilitaire, vous allez sur Utilitaire de disque. Donc je clique Utilitaire de disque, avec le clic gauche de la souris. Vous avez le logiciel utilitaire de disque qui s'ouvre, et vous verrez, lorsque vous aurez branché votre propre disque externe, qu'il va apparaître, donc selon l'intitulé que vous lui aurez donné. Moi je l'ai appelé sauvegarde, donc il s'appelle sauvegarde. Je le sélectionne en cliquant dessus, clic gauche une fois, et dans votre fenêtre de droite, vous avez différentes indications qui apparaissent. Vous allez aller dans l'onglet effacer. Donc je clique sur effacer. Là il vous donne le mode à suivre pour formater votre disque. Formater, ça correspond à effacer les données. Ce qui veut dire qu'au préalable, vous aurez sauvegardé ce qui traînait éventuellement dans votre propre disque en l'enregistrant ailleurs. Et donc vous allez choisir dans l'onglet format celui sur lequel je suis actuellement, qui s'appelle Mac OS étendu. Donc Mac OS étendu. Vous lui donnez le nom qui vous convient, et vous appuierez sur effacer. Ce que je ne fais pas évidemment parce que mon disque est plein d'informations que je ne veux pas perdre. Voilà. Donc une fois que vous aurez appuyé sur effacer, il faudra un certain temps en fonction de la capacité de votre disque pour qu'il se mette au format Mac, et vous pourrez travailler correctement sur les ordinateurs de la fac ou sur tout autre Mac. Voilà, donc je ferme l'utilitaire de disque, et à présent on va voir comment utiliser le logiciel Final Cut Pro. Donc, soit l'icône de Final Cut va apparaître dans votre dock, vous voyez ça ressemble à un clap de cinéma, quand je passe dessus il y a le nom Final Cut Pro qui apparaît, soit de la même façon vous irez dans le dossier Applications que vous ouvrirez, et vous chercherez dans le dossier Applications où se trouve Final Cut Pro. Donc je vais sur l'icône Final Cut Pro, je clique 2 fois dessus, et j'attends qu'il s'ouvre. Alors cela peut prendre un peu de temps, selon les options supplémentaires qui sont intégrées au logiciel Final Cut. Alors, pendant ce temps, quoi qu'il en soit, pour faire l'opération qui nous intéresse, à savoir importer les images que vous aurez enregistrées sur votre caméra et les passer directement sur l'ordinateur, donc en l'occurrence sur le disque dur externe de préférence, vous aurez branché le caméscope, si c'est un caméscope à disque dur, vous l'aurez relié à l'ordinateur Mac via un câble USB. Donc en général ce sont des câbles USB, mini USB, la partie mini USB allant directement sur le caméscope. Si c'est un caméscope qui utilise des cartes SDHC par exemple, vous n'aurez qu'à introduire directement
votre carte dans le lecteur qui se trouve dans le slot SDHC qui se trouve sur le côté droit de l'ordinateur. Ceux de l'université ne sont pas tous équipés de slot SDHC, donc vous irez au service audiovisuel pour demander un lecteur de carte SDHC, tout simplement. Donc, le lecteur de carte, vous le brancherez de la même façon que votre disque dur, c'est-à-dire vous le brancherez à l'arrière de l'ordinateur sur un port USB de l'ordinateur. Alors, pendant ce temps, Final Cut est toujours en train de s'ouvrir. Voilà. Alors, une fois que votre ordinateur est ouvert et qu'il apparaît tel que vous le voyez à l'écran, la première des choses à faire, et c'est une opération qu'il faudra faire systématiquement avant de commencer à travailler sur votre projet, c'est que Final Cut connaît bien la bonne arborescence dans laquelle se trouveront enregistrées vos images, et la bonne arborescence pour enregistrer toutes les informations, en l'occurrence sur votre disque dur externe, ou bien dans le dossier que vous aurez choisi sur les ordinateurs de l'université. Donc pour ce faire, on va, donc j'ai cliqué là sur le logiciel Final Cut Pro pour que ce soit bien Final Cut Pro qui apparaisse dans la barre d'onglet en haut de l'écran. Je vais donc sur l'onglet Final Cut Pro. Je choisis réglage système. Alors là, typiquement, l'information qu'il m'indique, c'est tout simplement parce que sur le projet précédent, je travaillais avec un autre disque dur et forcément, ça lui pose quelques soucis. Donc j'appuie sur OK, ça n'est pas très grave. Là, en l'occurrence, je vais choisir l'emplacement dans lequel les informations vont être stockées, à savoir sur mon disque externe que j'ai appelé sauvegarde et qui apparaît malgré tout. Alors, donc, je suis sur l'onglet disque de travail, dans réglage système, je clique sur définir. Et là, je vais choisir l'arborescence dans laquelle toutes les informations de mon montage vont être enregistrées. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi mon disque externe qui s'appelle sauvegarde. Je vais dans le dossier film et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler cours vidéo, et je lui dis de créer ce dossier-là. Donc voilà, le dossier cours vidéo que je viens de créer apparaît. Donc je le sélectionne, vous voyez, il est déjà sélectionné puisqu'il apparaît en bleu. Et je finis la sélection en cliquant sur le bouton sélectionner. OK. Donc là, les informations seront enregistrées effectivement au bon endroit, celui que j'ai choisi. Vous allez faire la même chose autant pour le cache de l'oscilloscope, le cache des vignettes et des enregistrements automatiques. Vous allez envoyer tout ça dans le même dossier que vous aurez choisi au préalable. Donc là, en l'occurrence, mon disque externe qui s'appelle sauvegarde, dossier film, et ensuite, dossier cours vidéo, que je sélectionne et je continue avec le reste. Sauvegarde, film, cours vidéo, sélectionné, enregistrement automatique, de même, sauvegarde, OK, film, cours vidéo, et je sélectionne. Hop, les paramétrages sont bons, tout ça c'est parfait, OK. Alors là, ce que je viens de faire, c'est simplement lui indiquer l'arborescence du disque de travail et des dossiers sous lesquels je travaille. Maintenant que j'ai ouvert ce projet Final Cut Pro, actuellement, vous voyez, lorsque je vais dans cette fenêtre qui s'appelle Navigateur, le projet s'appelle Projet sans titre 1. Donc je vais le nommer et l'envoyer également dans le sous-dossier que j'ai créé dans mon disque externe. Donc pour le nommer, c'est simple, pour l'enregistrer, c'est simple, je vais dans l'onglet Fichier, enregistrer le projet sous, Fichier, enregistrer le projet sous, toujours clic gauche, je choisis à nouveau dans mon disque externe le sous-dossier, le dossier film et le sous-dossier cours vidéo. Donc ce projet qui actuellement s'appelle Projet sans titre FCP, je vais l'appeler cours vidéo. Hop, et j'appuie sur le bouton enregistrer. Tac, donc petite démonstration tout simplement. Là j'appuie sur le Finder. Vous pourrez appuyer sur l'image disque qui apparaît aussi sur l'écran de votre ordinateur. Je vais dans Sauvegarde, qui est mon disque externe, je vais dans Film, je vais dans Cours vidéo, et vous voyez qu'effectivement, j'ai un petit icône Final Cut qui apparaît et qui s'appelle Cours vidéo, et cela correspond au projet que je viens d'enregistrer, qui actuellement est vide. Alors donc, ce qu'on a fait actuellement, c'est créer
un projet spécifique qui va vous permettre de faire votre montage. Pour l'instant, nos images sont toujours sur la carte externe de la caméra. Moi, en l'occurrence, elles sont sur le disque interne de la caméra, non pas sur une carte SDHC. Donc j'ai branché ma caméra via un câble USB à l'ordinateur. Donc je vais importer mes images. Pour importer les images, je suis donc, là je viens de cliquer sur le logiciel Final Cut Pro pour que ce soit bien lui qui soit actif et que je fasse des opérations sous Final Cut Pro. Donc maintenant je vais passer à l'opération importation des images. Je vais à nouveau dans l'onglet Fichier, je clique gauche dessous et je vais faire, attention ça n'est pas importé, vous avez deux options qui vont vous intéresser. Ça va être lister et capturer si toutefois vous avez utilisé un caméscope qui utilise des cassettes. Si vous utilisez des cassettes, c'est donc l'onglet lister et capturer que vous allez utiliser. Je vous fais une démonstration rapidement pour voir à quoi ça correspond. Je n'ai pas de caméra à cassette sous la main. Vous avez une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, donc une indication là qui vous dit que le périphérique de capture n'a pas pu être initialisé. Évidemment parce que malheureusement j'ai pas de caméscope cassette, donc il ne trouve pas de caméscope sur lequel se référencer et sur lequel aller chercher les images. Et à partir de cette fenêtre, lorsqu'elle sera ouverte, vous aurez donc plusieurs possibilités qui vous seront offertes, avec des boutons lecture, marche avant, marche arrière, et un bouton capturer. Alors, vous lancerez votre caméscope à cassette en appuyant sur le bouton lecture, qui actuellement s'appelle sans communication puisque rien n'est relié. Donc votre cassette commencera à défiler et aussitôt vous appuierez sur ce petit bouton que je désigne ici qui s'appelle capturer maintenant. Donc vous ferez des captures de 10 minutes maximum, pas plus de 10 minutes sinon vous aurez des fichiers qui seront très gros et qui seront très difficiles à gérer par votre ordinateur. Au bout de 10 minutes, vous appuyez sur le bouton Escape en haut à gauche de votre clavier et la capture s'arrêtera. Une fois que la capture sera arrêtée, vous reviendrez de 10 secondes en arrière avec le petit bouton adéquat, il y a un petit bouton marche arrière, vous reviendrez de 10 secondes histoire d'être sûr de capturer l'intégralité de votre cassette et vous relancerez l'opération, à savoir à nouveau lecture et à nouveau capturer maintenant. Donc je vous le montre, mais très peu d'entre vous utiliseront des caméras à cassette. Donc pour les caméras en haute définition qui utilisent soit des cartes, soit des disques durs internes, vous allez donc aller dans Fichier, et vous allez aller dans ce que l'on appelle Lister et transférer. Donc je clique gauche sur Lister et transférer. Et vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir, qui est donc la fenêtre Lister et transférer. Là, j'ai bien allumé ma caméra. Je la branche sur le mode lecture, donc non pas sur le mode enregistrement d'image, mais sur le mode lecture. Donc évidemment, j'ai Norton qui regarde s'il n'y a pas de virus à l'intérieur. Je sais qu'il n'y en a pas, donc je le passe. Et actuellement, vous voyez, mon curseur s'est transformé en une petite roue, un petit spectre de couleurs qui tourne. Ça vous indique qu'il est en train de chercher des images qui sont actuellement sous la caméra, branchées à l'intérieur du disque dur de la caméra. Donc je le laisse chercher les images, ça peut prendre un certain temps. Bon, ça a été relativement rapide, on a de la chance. Ne vous inquiétez pas si c'est long, si vous avez par exemple 3 heures d'images enregistrées sur votre caméscope, ça peut prendre effectivement un quart d'heure. Avant que les icônes des images que vous avez capturées n'apparaissent. Donc ne vous inquiétez pas. Alors, pour importer les images du caméscope à l'emplacement qu'on a choisi dans le disque dur, vous allez faire un clic gauche sur le clip qui est intitulé clip 1, vous voyez il est passé de grisé à bleuté. Je descends le curseur qui se trouve sur la droite jusqu'au dernier plan, j'appuie sur la flèche haute, alors je ne sais pas comment s'appelle cette flèche sur mon clavier, en tout cas je vais tout sélectionner, les différentes images qui me sont proposés, les différents clips que j'ai fait pour vous montrer un petit peu comment fonctionne la caméra. J'appuie sur le bouton ajouter à la sélection. Hop. Alors à partir de là, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est attendre que les images soient importées entièrement
sur votre disque dur, sur celui que vous aurez choisi, pour stocker vos images. Au niveau du temps, c'est simple, c'est à peu près 1 heure, 1 heure. 1 heure d'image filmée égale 1 heure d'image à importer. Donc c'est relativement long. Là, pendant que l'ordinateur travaille, je vais arrêter l'enregistrement et on reprend lorsqu'il aura fini d'apporter la première série d'images que je lui ai donnée. Vous voyez à quoi ressemble la fenêtre listée et transférée dorénavant. Tous les clips qui ont été au fur et à mesure envoyés dans votre dossier, en l'occurrence le mien, court vidéo, sur le disque externe que j'ai choisi, sont au fur et à mesure marqués d'un point bleu qui signifie qu'ils ont donc été effectivement transférés sur le disque. Et dans le même temps, cette fenêtre-là, dans cette fenêtre-là, les clips disparaissent au fur et à mesure qu'ils sont digitalisés. Donc, lorsque vous avez terminé cette opération, vous pouvez fermer la fenêtre listée et transférée. Et ensuite, vous allez débrancher le caméscope, en l'occurrence, ou alors la carte SD HC que vous avez utilisée pour transférer vos images. Comment vous allez faire cela? Vous n'allez pas directement arracher le fil comme on peut le faire sur certains PC. Vous allez cliquer sur le bouton Finder et vous allez éjecter, en l'occurrence, la caméra en appuyant sur ce petit bouton Eject. Tac. Donc on attend que le nom Canon de la caméra ait disparu. Et là, vous pouvez enfin débrancher la caméra, ou si c'est une carte SD, vous pouvez retirer la carte SD de son lecteur. Alors, maintenant que les images ont été transférées, vous voyez que dans la partie navigateur du projet court vidéo, il y a ici 2 onglets. Donc un onglet qui correspond à votre projet, qu'ici on a intitulé court vidéo, et un autre onglet qui s'intitule effets. Donc les effets, on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on les utilise. Pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que les différents clips que l'on a transférés sur le disque dur ont été, au fur et à mesure, directement représentés sous forme d'icônes dans le logiciel Final Cut Pro. Alors, pour une question de facilité, moi je vous conseille, au fur et à mesure que vous allez visionner vos clips, comment est-ce qu'on fait pour visionner son clip? On va sur l'icône du clip correspondant, en l'occurrence je choisis le clip 1, je clique 2 fois, clic gauche sur l'icône du clip 1, et il va apparaître tout simplement dans le visualiseur. Alors, une fois que vous aurez visionné à quoi correspond ce clip, et que vous aurez vu ce qu'il se passe dedans, pour la lecture, vous voyez, là, je fais un défilé très rapide des images avec le curseur, le petit curseur jaune qui se trouve sur la ligne que j'utilise actuellement. Vous pouvez aussi tout simplement appuyer sur le bouton Play. Hop, vous avez un défilé. Vous pouvez également, de manière plus ou moins fine, plus ou moins rapide, utiliser cet autre petit bouton qui se trouve ici. Je clique gauche dessus et je le tire en avant pour aller plus ou moins vite, vous voyez. Plus je vais à l'extrémité, plus le curseur défile rapidement. Ou si je veux reculer, je vais évidemment dans l'autre sens. Ensuite, lorsque vous avez vu à quoi correspond votre clip, vous allez, je vous conseille en tout cas, lui donner un nom. Pour lui donner un nom, cette fois-ci vous allez cliquer une fois, non pas sur l'icône, mais sur le nom qui a été attribué par la machine. Donc je clique une fois, qu'est-ce qui se passe? Il me donne la possibilité de lui donner un autre nom. Là, pour ne pas me mélanger, je vais simplement le marquer, le nommer 1. Une fois que j'ai donné son nom, je clique ailleurs, toujours dans la fenêtre du navigateur par exemple, et vous voyez que le nom a changé. Donc une fois que vous aurez fait ce que l'on appelle le dérochage, c'est-à-dire visionner les images les unes après les autres, pour voir à quoi correspondent les différentes séquences, vous pouvez aussi les organiser pour que votre navigateur soit un petit peu moins en désordre ultérieurement. Vous pouvez les classer par exemple par séquence. Alors par séquence, pour cela, on va créer un nouveau dossier. Pour créer un nouveau dossier, que l'on appelle un chutier sous Final Cut Pro, on va faire un clic droit donc, toujours dans la fenêtre du navigateur. Hop, et vous voyez, lorsque je fais un clic droit, il me propose de créer un nouveau chutier. Donc j'enlève mon doigt, et il a effectivement créé un chutier, donc l'équivalent d'un dossier.
je l'appelle dossier 1, dossier dossier 1, hop, j'appuie sur entrée, c'est validé. Et une fois que votre dossier est créé, vous pouvez ranger ainsi vos différents plans dans le dossier correspondant. Vous pouvez par exemple travailler, comme je vous l'ai dit, par séquence. Hop, je le ressors. Ah non, une fois qu'il est rentré dans le dossier, on ne peut plus le ressortir. À savoir. Ensuite, comment est-ce que vous allez procéder pour faire votre montage proprement dit? Alors, dans cette partie-là, vous avez ce que l'on appelle la timeline. La timeline, comme son nom l'indique, c'est la ligne sur laquelle le temps va se défiler, le temps de votre montage, de ce que vous aurez recréé avec l'assemblage de vos images. Alors c'est très simple. Je prends par exemple mon plan 1, je fais un clic gauche dessus et je fais un glisser-déplacer directement sur la timeline. Alors, il m'indique une information ici qui en gros vous propose d'adapter exactement les paramètres de Final Cut Pro au type d'enregistrement qui a été effectué par votre caméscope. Donc lorsque Final Cut vous propose ce genre d'information, vous cliquez sur oui, tout simplement. Comme ça, tout est bien paramétré et vous n'aurez pas de soucis par la suite et vous n'aurez pas à calculer les images et à perdre du temps inutilement. Alors, vous voyez le petit trait là en dessous que je n'utilise, il n'a pas de nom, donc je ne sais pas comment vous le qualifiez. Il permet de se déplacer dans la timeline. Alors, plusieurs façons de l'utiliser. Là, donc, j'ai le début de mon plan, où le curseur est à nouveau à 0. Ici, vous avez ce que l'on appelle le timecode. Ici, le timecode, ça correspond donc au moment précis de l'enregistrement que vous avez réalisé. Lorsque je déplace petit à petit mon curseur, vous voyez, il y a une indication qui dit 13 frames, c'est-à-dire 13 images, 3 secondes, 0 minutes. Donc ça vous permet de vous repérer au fur et à mesure par la suite, lorsque vous avancerez un petit peu dans le montage. Pour se déplacer dans le montage, c'est simple, soit je fais défiler mon curseur en prenant le petit triangle jaune qui se trouve ici, clic gauche sur la souris et je le déplace à ma guise. Pour faire play, tout simplement, vous appuyez sur la barre d'espace. Pour faire avancer le curseur au rythme normal, vous faites barre d'espace. Et là, le défilé se fait à une vitesse normale. Et à nouveau barre d'espace pour stopper. Alors, vous remarquez donc qu'ici, il y a les fameuses 3 pistes dont on a dû déjà parler. En l'occurrence, la piste V1, c'est-à-dire piste vidéo, piste A1 et A2, qui sont les pistes audio 1 et 2, qui correspondent à cette piste vidéo. Les différents outils qui vont vous être utiles pendant votre montage se trouvent principalement ici. Alors là, vous avez 2 éléments différents. Vous avez une barre d'outils et ici ce qu'on appelle la barre du vue-mètre. La barre du vue-mètre, regardez à quoi ça correspond. C'est tout simplement les indications sonores, le niveau sonore auquel l'enregistrement a été fait. Et ça va vous dire si votre son est suffisamment élevé ou pas. Là, en l'occurrence, il semblerait qu'il soit très très bas. Donc on verra par la suite comment on fait pour le remonter. Normalement, pour que la qualité sonore soit bonne, on devra faire en sorte qu'il arrive à moins 12 décibels. Donc, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est cette barre d'outils qui se trouve ici. Alors, vous allez utiliser énormément l'outil lame de rasoir. Regardez ce qui se passe lorsque je clique gauche une fois dessus. Vous avez plusieurs possibilités qui vous sont offertes. Soit une lame de rasoir simple, qui se trouve ici, soit une lame de rasoir double, qui se trouve juste à côté. La simple, elle est indiquée "-B", la double, elle est indiquée "-BB". La simple, elle va vous servir lorsque vous voudrez couper une seule ligne. Donc je la sélectionne, je vais dessus, j'enlève mon doigt du clic gauche. Lorsque vous voulez couper une seule ligne vidéo à la fois. Là vous voyez, ça m'a coupé à la fois
la vidéo et le son. Pour revenir à mon outil de base, qui est l'outil flèche que vous voyez ici, je vais tout simplement le sélectionner, hop, en faisant un clic dessus. Outil sélection. Pour revenir à cet outil sélection, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton A de votre clavier. Alors, on a vu l'usage de la lame simple. Pourquoi est-ce qu'il y a une lame double? Parce que tout simplement, dans Final Cut Pro, on peut aligner les pistes les unes au-dessus des autres. Donc je le fais totalement aléatoirement, ça ne correspond à rien en termes de montage. Mais vous voyez qu'on peut mettre énormément de pistes les unes sur les autres, et automatiquement, lorsque vous les déposez, elles se créent directement dans la timeline. Regardez, si je veux mettre une troisième piste au-dessus, paf, elle se crée automatiquement, aussi bien les pistes vidéo que les pistes audio. Donc lorsque j'utilise mon outil rasoir, lame de rasoir double, donc j'appuie et toutes les lignes sont tranchées. Un élément qui va vous être extrêmement utile lorsque vous faites des erreurs, là par exemple on imagine que je n'ai pas coupé au bon endroit, vous allez appuyer sur votre clavier sur pomme Z pour faire annuler l'action précédente. Là regardez, je fais pomme Z sur mon clavier, hop, ou alors pour annuler l'action, pour faire l'action annulée que je viens d'effectuer, donc vous voyez, vous faites soit le symbole pomme Z qui est ici, soit vous allez dans le menu édition et vous faites annuler. Donc normalement on peut effectuer une annulation 30 fois je crois, ce qui vous laisse une petite marge d'erreur au cas où vous commettriez des impairs. Alors un autre outil que vous allez utiliser régulièrement, c'est l'outil loop ou zoom avant. Vous voyez, il y a ces deux vont nous intéresser principalement, c'est le plus et le moins. Si je fais un zoom avant avec la loupe plus, évidemment ça va grossir la séquence jusqu'à ce que l'on arrive, là il n'y a plus d'indication sur la loupe qui se défile sur ma timeline, il n'y a plus le petit plus que vous aviez auparavant. Ça signifie qu'on peut se déplacer image par image dans le curseur, regardez. Là pour me déplacer image par image, avec le clavier, j'utilise tout simplement les flèches avant et arrière. Et regardez ce qui se passe au niveau de votre indicateur de timecode. On voit effectivement qu'on passe de 0,5 à 0,6 images, à 0,7 images, à 0,8 images, etc. Pour faire marche arrière, vous l'aurez compris, un zoom arrière, on prend la loupe moins. Ça c'est une méthode. Une autre méthode qui est possible, c'est d'utiliser à nouveau cet élément que je suis en train de manipuler, en allant cette fois-ci à son extrémité, la droite ou la gauche, peu importe. Vous voyez ce qui se passe lorsque je réduis cette barre en faisant clic gauche et en la restreignant, en tirant donc là en l'occurrence sur la gauche. Là, la timeline est en train de grossir. À l'inverse, si je tire sur la droite, la timeline se rapetisse de façon conséquente jusqu'à ne plus ressembler à grand chose. Voilà. Donc on vient de voir l'outil zoom. Vous avez un outil qui va vous être particulièrement utile, notamment lorsque vous allez travailler sur le son. C'est l'outil plume qui se trouve ici. Alors cet outil plume, pour pouvoir l'utiliser, au préalable, vous allez devoir cliquer sur alterner les incrustations de plans. Donc vous voyez, vous avez une espèce de petite montagne russe qui est symbolisée ici en bas à gauche de la timeline. Lorsque je clique dessus, regardez ce qui va se passer sur ma séquence qui se trouve dans la timeline. Vous avez une ligne rose qui est apparue sur chacune des pistes audio et une ligne noire qui est apparue sur la piste vidéo. Donc pour se rendre compte de ce à quoi servent ces deux lignes, vous allez regarder au niveau du curseur ce qui va se passer. Alors regardez, là je lance la lecture de la piste. Actuellement je module à entre moins 30 et moins 24. C'est un son qui est beaucoup trop bas puisque, comme je vous l'ai dit, pour qu'il soit d'une qualité correcte, il doit être à
à -12. Donc avec mon outil sélectionné, mon curseur, je vais sur la petite ligne rose du son, je fais un clic gauche dessus. Vous voyez la forme qu'a la... Vous voyez comment se transforme le curseur en fait lorsque je peux manipuler les petites lignes roses. Lorsqu'il a cette forme, je clique gauche sur la ligne rose et vous voyez ce qui va se passer. Hop, là j'ai monté de 9 décibels mon son. Je vais le monter même complètement à 12 décibels. On revient à nouveau regarder ce qui se passe dans le vumètre. On était à entre -30 et -24 et là vous voyez on est passé sur un niveau sonore à peu près correct. Donc quoi qu'il en soit, cet outil plume que je vais sélectionner maintenant, je sélectionne la première outil plume -P. Je la prends, regardez ce qui se passe. Lorsque je vais sur la petite ligne rose de la piste vidéo, de la piste audio A1, je clique dessus, ça me crée un petit point autant sur la piste A1 que sur la piste A2, parce qu'actuellement je suis en stéréo, vous allez voir comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser éventuellement. Alors je fais une démonstration simplement. Je clique un petit peu plus loin, paf, un deuxième point, et je vais sur le point que je viens de créer, et voilà, là je fais un effet où j'annule totalement le son qui suit après ces deux petits marqueurs que je viens de positionner sur ma bande son. Donc vous voyez, là j'ai descendu le son en dessous de... Combien je suis là? Enfin, un niveau assez ridicule, -41 dB, voilà, -27 dB. Vous voyez effectivement que dans le vumètre, bon, c'est plus du tout audible lorsque c'est à ce niveau-là. Donc vous comprenez qu'en fonction des pics sonores que vous allez avoir, des pics sonores positifs ou des pics sonores négatifs, vous allez jongler avec votre outil plume pour faire en sorte que votre niveau sonore du produit audiovisuel que vous aurez réalisé soit à peu près correct et qu'il module à peu près à -12. Ce qu'il faut impérativement, c'est éviter qu'il aille au-dessus de -6 et qu'il aille taper dans la zone rouge, sinon vous allez avoir un effet de saturation qui va rendre inaudible le son, on va avoir du crachat, ça va être vraiment très pénible à écouter. Alors regardez, là je vais utiliser mon outil annulé en faisant pomme Z, pomme Z, pomme Z, pomme Z, pomme Z, et au fur et à mesure ce que j'ai fait s'efface. Vous comprenez que pour enlever les erreurs, ça peut être très pratique. Alors, là je vous ai donc montré que l'inconvénient actuellement lorsque j'utilise mon outil plume, c'est que j'agis sur les deux pistes à la fois. Le marqueur apparaît sur les deux pistes à la fois. Pourquoi? Parce que je suis en stéréo. Si je veux arrêter d'être en stéréo, je sélectionne le morceau de vidéo sur ma timeline qui est concerné. Je vais aller dans modifier, modifier, et je vais à la fois délier mes séquences, délier le son de l'image, je retourne dans modifier et j'enlève, je décoche l'option pair stéréo. Hop, je clique à côté de ma timeline, je retourne prendre mon outil plume, regardez ce qui se passe lorsque je clique pour poser un marqueur sur la piste A1 par exemple. Hop, effectivement, il y a uniquement la piste A1 qui est concernée et la piste A2 n'a pas été marquée de la même façon par mon outil plume. Donc ça c'est important lorsque vous travaillez avec deux micros différents qui auront deux valeurs d'enregistrement différentes. Une fois que vous aurez terminé vos réglages, vos paramétrages pour le mixage, que tout sera bien propre et que vous verrez au vumètre, ne vous fiez pas au casque, fiez-vous plutôt au vumètre. Lorsque tout vous paraîtra propre, vous pourrez donc à nouveau, alors je reviens sur mon outil sélectionné, soit par la flèche, soit par mon clavier en raccourci en appuyant sur le A. Une fois que vous avez fini vos modifications, là je suis actuellement en mono, n'oubliez pas surtout de revenir dans modifier et d'en refaire une paire stéréo. Hop, modifier et à nouveau de lier l'image et le son. Vous en comprendrez l'usage au fur et à mesure lorsque vous serez directement sur les machines en fait. Alors, qu'est-ce qui va vous être utile à nouveau? Rasoir, ça on va passer, ça on va passer, bon ok. Alors une autre manière pour augmenter ou réduire les séquences, là je vous ai montré l'outil plume.
il y a une autre solution qui est tout aussi simple, c'est que je vais à l'extrémité par exemple de ma séquence, vous voyez, à nouveau mon curseur se modifie, je fais clic gauche et je le réduis tout simplement en le tirant. Alors là, il m'indique la nouvelle durée, il me dit que j'ai enlevé 3 secondes, 22 frames, 22 images, et que la durée est passée à 41 secondes et 7 frames, à la place de 45 secondes et 4 frames à l'origine. Autre chose qui va vous être utile, alors vous voyez que pour déplacer les éléments que je souhaite déplacer, vous avez vu ce que je viens de faire, je pose mon curseur en dehors des éléments vidéo sur la timeline, je fais un clic gauche, et tout comme avec Word ou n'importe quel outil informatique, je laisse mon doigt cliquer, je déplace le curseur, et ça sélectionne la totalité de ce qu'il y a dans l'espace que je viens de sélectionner. Une fois que ces zones-là ont changé de couleur, lorsque je les prends avec mon outil sélectionné, qui maintenant est devenu une espèce de croix, tout va se déplacer à la fois. Vous voyez que ce qui n'a pas changé de couleur ne se déplace pas. Hop. Dans certaines situations, vous allez voir que l'outil sélectionné, tel que je le fais actuellement, ne va pas être satisfaisant. Le cas va vous tomber dessus lorsque vous serez en montage. Donc vous utiliserez l'outil sélectionner piste en avant ou piste en arrière. Là, vous avez la même logique qu'avec le simple rasoir ou le double rasoir. Je prends par exemple cette extrémité, à l'extrémité, la flèche qui va en direction de la droite. Hop, j'enlève mon doigt pour sélectionner cet outil-là. Alors je positionne à l'outil sélectionné à ce niveau-là. Je clique et vous voyez, il a sélectionné tout ce qui se trouve derrière, sur une ligne simple. Tiens, je vais vous remontrer à ce niveau-là. Je clique avec la flèche simple, il sélectionne tout ce qui suit uniquement sur une piste, en sélectionnant à la fois l'audio et la vidéo, puisque là, je suis en mode stéréo. Si j'avais voulu tout sélectionner, vous voyez, à chaque fois, si je clique avec la flèche simple, ça me prend une seule piste. Si je veux tout sélectionner, évidemment, vous l'avez compris, je prends la flèche double, toutes les pistes. Donc là, celles qui vont suivre l'emplacement sur lequel je clique. Tout est sélectionné. Bon, vous avez compris l'idée, hein. Dans l'autre sens, évidemment, je sélectionnerai tout ce qui précède avec ces flèches-là, hop, etc. Alors, concernant les effets, donc avec les quelques outils là, que l'on vient de voir, ça devrait vous suffire normalement pour vous dépatouiller dans Final Cut Pro. Un petit détail qui pourrait également vous être utile, lorsque vous faites votre visionnage et que vous voulez vous assurer de la qualité de l'une ou de l'autre des pistes, là actuellement vous voyez, je suis en mode stéréo ou mono, peu importe, quoi qu'il en soit, les deux pistes qui sont représentées ici sortent du son. Pour arriver à distinguer l'une ou l'autre, je décoche le haut-parleur qui est ici. Lorsque je relance la lecture, actuellement là il n'y a plus que la piste 2 qui fonctionne. La piste 1 je l'ai désactivée, donc elle ne fonctionne plus. D'accord? Donc je reclique à nouveau sur le haut-parleur pour le rendre, vous voyez, s'indiquer audible. Autre chose qui peut être très pratique, vous avez ici des espèces de cadenas. Les cadenas, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à protéger les pistes que l'on ne veut pas ni déplacer, ni couper, ni transformer d'une manière ou d'une autre. Je vous montre ce qu'il se passe lorsque je verrouille la piste V1 par exemple, la piste vidéo 1, je la protège. Là vous voyez, j'ai uniquement protégé la piste vidéo, je n'ai pas protégé les pistes son. Pour vous faire une démonstration, je prends l'outil rasoir double, je vais hop au-dessus là, il faut que j'agrandisse un petit peu pour qu'on y voit un peu plus clair. Hop, j'agrandisse encore, hop, allez, j'ai trop agrandi, voilà. Donc je vais couper à ce niveau-là, paf, et vous voyez, la piste que j'ai verrouillée, évidemment, a été protégée. Donc, vous verrez à l'usage, pendant votre montage, vous en comprendrez très vite l'utilité.
Hop, pomme Z, pomme Z, pomme Z, j'annule tout ce que j'ai fait. Bon, je reviens à mon outil sélectionné de base, je déverrouille ma piste. Je déverrouille ma piste. Qu'est-ce qui peut vous être utile? Ce petit graphique que vous voyez là permet tout simplement d'augmenter ou de diminuer la taille des éléments qui sont placés dans la timeline. Là, vous voyez, nous sommes sur le niveau 2. Si je passe au niveau maximum, paf, ça grossit mes pistes. Donc on y voit beaucoup plus clair pour travailler. Alors, sur ce mode de travail, on peut constater qu'il y a une petite, très très faible modulation. Donc j'ai dû faire une erreur sur cet essai-là avec mon micro-cravate. Vous voyez que le son module à un niveau extrêmement bas. Ce que je ne voyais pas lorsque j'étais paf à ce niveau-là. On voyait juste des petits points, un petit peu, des pattes de mouche qui ne ressemblent pas à grand-chose. On ne comprenait peut-être pas forcément que c'était l'oscillation du son. Donc là on le voit plus clairement. Ça peut vous être utile effectivement lorsque vous recherchez en faisant un défilé image par image un moment très très précis de votre séquence, un moment sur lequel vous voulez véritablement couper parce que c'est plus intéressant de couper à ce moment-là. Donc pour couper, hein, hop, soit je prends ma séquence et je la ramène à l'endroit précis que je veux, soit j'utilise l'outil rasoir. Vous avez vu que lorsque je suis dans le navigateur et que je clique deux fois sur l'un des plans qui m'intéresse, il s'affiche ici, je peux le lire ici. Par contre, lorsque je travaille sur la timeline, l'image va se visionner dans ce qu'on appelle le canevas, qui est donc la fenêtre droite telle qu'est configurée mon ordinateur. Retenez quand même les différents noms. Donc le visualiseur, le canevas, la timeline et le navigateur. Lorsqu'on lit sur la timeline, ça apparaît dans le canevas. Lorsqu'on lit des plans qui sont dans le navigateur, ça apparaît dans le visualisateur. Dans le visualiseur, pardon. On va passer maintenant dans les effets. Donc je vais cliquer sur l'onglet Effets. Le nombre d'effets peut varier selon l'ordinateur que vous utilisez. Là, sur celui-ci, il y a beaucoup d'options supplémentaires que j'ai rajoutées au fur et à mesure. Donc, il est fort probable que vous en ayez beaucoup moins sur les ordinateurs de l'université, mais les principaux sont dedans. Et les principaux sont ceux que l'on va voir, alors notamment au niveau du son. Si toutefois, vous vous rendez compte que, bien que vous ayez augmenté le nombre de décibels par le procédé que je vous ai montré, ça ne suffit pas. Vous pouvez donc aller dans l'onglet Effets, dans l'onglet Filtre audio, dans le chutier Filtre audio, dans le chutier Final Cut Pro, vous avez ce qu'on appelle du gain. C'est un petit peu la même chose que ce dont on a parlé à propos de l'image. On peut rajouter du gain. Sur le son, on peut également augmenter un petit peu le niveau sonore en rajoutant cet effet gain. Comment est-ce que l'on fait? On va dessus, clic gauche, je le prends, je laisse cliquer, je déplace jusqu'à mettre sur les pistes qui ont besoin d'être augmentées. J'enlève, j'ai lâché mon doigt, j'enlève. Et regardez ce qui va se passer. Je vais cliquer deux fois sur la piste son A1, A2. Alors, première chose que je vois, au niveau sonore, je vois qu'il y a un problème qui existe sur certaines caméras. Alors, ne me demandez pas la raison parce que je n'en sais rien. Une fois que ça a été importé sous Final Cut, la balance est modifiée et la balance apparaît au -1. Donc, impérativement, vous remettez votre balance à 0, voilà, pour que le son soit bien équilibré. Donc, j'ai double-cliqué sur ma séquence. En l'occurrence, j'ai choisi la partie audio. Donc, on a les niveaux sonores qui apparaissent sur la bande, sur les deux pistes audio. On vient de poser un filtre, ce qu'on appelle un effet gain, qui va apparaître dans l'onglet filtre. Vous voyez, gain décibel.
on peut à nouveau augmenter, en plus de l'opération qu'on a fait précédemment, jusqu'à 96 décibels. Autant dire que normalement on peut rattraper beaucoup de choses. L'inconvénient avec ce type d'outil, c'est que on augmente ce qui nous intéresse, mais on augmente aussi le volume sonore de ce qui ne nous intéresse pas. Ce qui signifie que tous les bruits parasites que vous aurez enregistrés, ils seront d'autant amplifiés que vous rajoutez du gain. Une autre solution que l'on utilise souvent en montage quand on a des petits soucis de son, avant de reparler du son, vous venez de voir ce que j'ai fait. Je double-clique sur la partie clip 2, ça me l'ouvre automatiquement dans le visualiseur. Vous avez vu, clip 2 de séquence 1 s'est ouvert. Là il s'est ouvert sur la partie son, puisque c'est sur la partie son j'ai cliqué. Ce que je vais vous montrer, c'est que dans le visualiseur vous avez plusieurs onglets qui apparaissent. Donc l'onglet vidéo, l'onglet des pistes audio, là c'est en stéréo, donc il ouvre les deux à la fois. Vous avez un autre onglet qu'on appelle filtre. Les filtres, en l'occurrence, lorsque l'on place des effets particuliers, que ce soit aussi bien sur l'image que sur le son, c'est dans l'onglet filtre qu'ils apparaissent. Et vous avez une autre partie animation, on la verra tout à l'heure. Donc pour le son, on a vu ce qui est le principal. Tous ces outils-là, tous ces plugins-là, très honnêtement, c'est extrêmement compliqué à utiliser, donc vous pourrez bidouiller pour voir à quoi ça correspond. Moi, je vous les conseille pas trop, parce qu'il vaut mieux être un expert en son dans Final Cut pour utiliser ces choses-là. Voilà, donc on a vu le gain. Pour l'effet son, on va voir les outils principaux que l'on utilise en documentaire. En documentaire, il existe plusieurs sortes de montage. Alors, il y a ce que l'on appelle le montage cut. On a ce qu'on appelle donc les enchaînements cut. Un enchaînement cut, c'est-à-dire un enchaînement brutal. Il n'y a aucun effet qui est mis entre deux séquences qui sont posées l'une après l'autre. Vous voyez, on regarde à présent dans la partie Canva du logiciel, puisque je vais faire défiler les éléments qui sont dans la timeline. Je lance avec la barre d'espace. Regardez à l'image, paf, ça c'est un enchaînement cut. Donc c'est très vilain, c'est un exemple, ne cherchez pas le midi à 14h de sens là-dedans. Ça c'est un montage cut. Ce que l'on fait très souvent en documentaire, comme effet de transition entre deux séquences, c'est donc soit ce que je viens de vous montrer, du cut, donc aucun effet, c'est du direct, c'est du brut, et ça marche très bien, à condition de bien avoir choisi ces enchaînements. Soit on va aller dans ce que l'on appelle, dans l'onglet effet du navigateur, on va aller dans transition vidéo, on va aller, alors les principaux, voilà, je ferme ceux qui n'existent pas initialement, les principaux qui existent sous Final Cut Pro et qui vont vous intéresser le plus, c'est fondu. Alors fondu enchaîné, vous allez voir ce que c'est très simple, les deux images vont se mélanger l'une à l'autre. Hop, ça n'a pas marché. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Prenons mon outil Zoom. Alors typiquement, ce genre de souci arrive parfois dans Final Cut. J'ai toujours pas compris pour quelle raison, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Bref, là je vais vous proposer une autre solution, puisque mon effet ne veut pas se glisser là où je souhaite le mettre. Je vais faire se chevaucher les deux séquences, plutôt que de les mettre l'une à la suite de l'autre, je vais les faire se chevaucher de cette manière-là. Vous voyez, il y a 12 frames, 12 images de chevauchement entre les deux séquences. Et ces deux séquences, je veux les enchaîner en les fondant l'une à l'autre. Donc je prends mon effet fondu enchaîné, je vais le poser sur la piste supérieure. Faites attention parce que sur ce type de logiciel, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs pistes vidéo et plusieurs pistes son. Le mode de lecture du logiciel fait que c'est toujours la piste supérieure qui est lue en première. Donc là, je viens de poser mon effet fondu enchaîné. Regardez ce qu'il se passe. C'est très simple. C'est magique, les images se sont effectivement fondues l'une à l'autre. Alors c'est peut-être un peu brutal pour trop le voir. Les fondus, on les met toujours d'une manière très brève,
Vous verrez à l'œil ce que ça donne véritablement, et vous serez le seul juge au moment du montage pour voir la durée qui est la meilleure pour vos effets. Alors je le repasse sur une durée un peu plus longue, vous voyez, les deux images se mélangent l'une à l'autre. J'enlève mon fondu, alors je clique dessus et j'appuie sur supprime tout simplement sur mon clavier. Donc parmi les différents fondus, vous choisirez celui qui vous correspond le mieux en fonction de votre travail. Ce qu'on utilise le plus, ça reste le fondu enchaîné et le fondu via fond uni. Via fond uni, on va faire un petit essai là, tac. Je vais le mettre sur la totalité de la séquence. C'est le trait là, ici reste gris, donc il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin de le calculer. C'est donc un effet relativement rapide. Et vous voyez, il y a eu en gros un petit temps noir entre le passage d'une séquence à l'autre. Ce temps noir, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué 2 fois sur l'effet fondu via fond uni, de façon à ouvrir dans le visualiseur l'effet fondu. Et vous voyez, la couleur actuellement est noire. Si je la mets par exemple, si je décide, je clique sur le carré noir, vous avez la palette de couleurs qui apparaît. Si je veux qu'elle soit blanche, je la sélectionne blanche. Et donc magiquement, c'est magique, votre fondu va être un fondu au blanc. Donc c'est un fond uni, c'est un fond uni blanc. Hop, ok, autre effet, autre élément qui vont être intéressants. Ah, là je viens de faire une erreur. Vous avez vu, malencontreusement, j'ai fermé mon visualiseur en cliquant sur la petite croix dans le coin en haut gauche. Je l'ai fermé pour la faire réapparaître. Il n'y a pas de panique à avoir. Je clique 2 fois sur l'une des séquences dans ma timeline et elle réapparaît. Les autres effets, écoutez, vous prendrez le temps par vous-même pour regarder les différents éléments qui peuvent vous intéresser. Ce qui va vous être malgré tout indispensable, alors c'est par exemple ce qu'on appelle le générateur vidéo. Générateur vidéo pour ajouter du texte. Alors on va prendre celui en français, c'est celui qui sera dans votre version de Final. Le texte, évidemment, lorsque l'on veut mettre des indications à des moments donnés sur la séquence, le nom des personnes, de sous-titrage ou peu importe. Là actuellement vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris, donc je vous rappelle où je suis, dans générateur vidéo, donc dans l'onglet navigateur je vais dans effets, là ce n'est plus une transition, c'est un générateur vidéo, j'ouvre le chutier texte, je prends l'icône texte, clic gauche, je le déplace, je le positionne à l'endroit précis où je souhaite le mettre dans Final Cut. Hop, je ramène mon curseur sur l'effet texte pour voir ce qui s'est passé. Et effectivement, vous avez le texte exemple qui apparaît en plein centre de l'écran. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il soit marqué exemple en plein centre de l'écran. Je vais donc double-cliquer sur le petit effet dans ma timeline qui s'appelle texte. Il s'ouvre donc à présent dans le visualiseur. Je vais dans l'onglet contrôle et là vous voyez, vous pouvez mettre le texte que vous souhaitez. Donc je vais marquer quoi, caméra, tiens, caméra. Alors une fois que votre texte est écrit, vous recliquez par exemple sur la timeline pour vous assurer que c'est le bon texte. Oui, parfait. Là je reviens dans le visualiseur, dans l'onglet contrôle. Vous voyez que vous pouvez évidemment choisir la police, vous avez le choix, vous verrez ce qui vous convient, la taille de la police, hop, plus ou moins grand, pareil, vous choisirez ce qui vous va le mieux, le style, normal gray, etc. Alignement, la couleur, vous avez compris comment ça marche, le plus simple, je clique sur le carré blanc et je lui mets la couleur que je souhaite. Alors, la couleur, on l'a choisie évidemment en fonction du fond qui apparaît et qui domine sur vos images. Là, ce ne serait pas forcément une bonne idée de mettre du blanc selon comment je vais positionner mon texte. On peut choisir par exemple quelque chose dans les tons d'orangé. Allez, on va le faire très vite. Je descends.
Hop, allez, on va mettre un truc un peu à la Arte, c'est pas le bon, mais c'est pas grave, vous verrez celui qui vous convient. Là par contre, le positionnement du texte n'est pas bon du tout, hein, c'est un plein centre de l'image. Évidemment, ça gêne la lecture d'image, donc ça ne me va pas. Alors, pour pouvoir positionner comme il faut le texte à la hauteur précise d'où je veux, un outil doit apparaître impérativement dans votre canevas. Dans le canevas, vous allez cliquer sur ce petit onglet qui est à droite de l'écran. Vous voyez à quoi correspond l'icône, ça peut ressembler à une espèce d'écran. Cette espèce d'écran, il m'indique en premier lieu image. Vous voyez, il y a uniquement l'image qui apparaît. Il m'indique image plus fil de fer. Le fil de fer, voilà, c'est le croisillon, les diagonales qui apparaissent au centre de l'image. Et une fois que ce fil de fer est présent à l'image, je peux effectivement, en faisant un clic gauche, déplacer l'élément qui dispose de ce fil de fer. Là, c'est le texte, donc le texte, je le mets à présent précisément où je veux. Il y a autre chose que je vous conseille d'utiliser sous Final Cut, c'est d'afficher le titre sécurisé. Titre sécurisé, qu'est-ce que c'est? Là, je l'enlève pour vous le présenter. Vous voyez le cadre, le double cadre en fait, le double rectangle bleu-vert qui apparaissait à l'écran, va vous donner les indications en deçà desquelles il ne faut absolument pas mettre le texte. Jusque là, mon texte, je suis certain que quel que soit le type de télévision, tout le monde pourra le lire. Si je descends de ce deuxième rectangle, là malheureusement, tout ce qui est en dessous du deuxième rectangle risque d'être coupé à l'image sur un certain type et sur un certain nombre de télévisions. Et même de projection, quel que soit le type de projection. Même punition si vous dépassez à droite ou à gauche. Donc je pense que vous avez compris le principe. Hop. Quelles sont les autres indications là qui apparaissent? Alors là, j'ai tendance à mettre souvent afficher la luminance excessive. La luminance excessive, c'est ce qui correspond au zébra sur la caméra. Tout ce qui est un petit peu surexposé, ben ça va vous être indiqué directement par ces zébrures qui sont là. Donc là, il y a quelques zébrures, ça signifie que c'est un petit peu surexposé. Cela dit, ce petit icône vert qui apparaît sur votre image vous signale que c'est un petit peu surexposé, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même acceptable. Voilà, là je reviens un petit peu dans des séquences précédentes. A contrario, là vous voyez que c'est extrêmement hachuré, surtout il y a une petite zone rouge ici qui apparaît, en zébrure rouge, ce qui veut dire que la luminance est beaucoup trop forte et que ça ne passerait pas sur une chaîne de télévision, ça n'est pas broadcast, donc il faudra baisser la luminance. Comment est-ce qu'on fait pour baisser la luminance? Eh bien, une nouvelle fois, je vais aller dans mon navigateur, dans les effets, hop, les effets, c'est dans filtre vidéo que l'on va pouvoir trouver la solution. Filtre vidéo, alors probablement dans contrôle d'image, saturé non, désaturation non, saturation et désaturation c'est lorsque la couleur est beaucoup trop prononcée. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est luminosité et contraste Bézier. Donc toujours le même principe. Pour modifier la luminosité et le contraste, je vais sur mon petit icône luminosité et contraste, je sélectionne clic gauche, je vais le placer sur le plan qui pose un problème. Je suis sur le plan, j'enlève mon doigt, il me l'a positionné effectivement. Vous voyez là, l'ordinateur, le Final Cut vous indique qu'il y aura besoin d'un calcul ultérieurement. Pour l'instant, mon icône jaune apparaît toujours à l'écran, je double-clique dessus pour modifier de façon à ce que ce jaune devienne dorénavant vert, c'est-à-dire qu'il devienne moins saturé. Vous voyez, le problème de la saturation, c'est qu'on a tendance à confondre un petit peu là ce qui se passe entre le canapé et le mur qui est derrière.
donc ça va s'atténuer normalement lorsqu'on aura fait nos modifications. Donc le filtre que l'on vient de mettre, on va dans l'onglet filtre, vous voyez c'est la luminosité qu'on va devoir modifier. La luminosité en l'occurrence est trop haute puisqu'on a un triangle jaune, donc je vais la diminuer légèrement, hop hop hop, et vous voyez il a fallu pas grand chose pour que ce soit bon. Pour que ce soit réellement bon, toutes les zébrures vont disparaître et j'ai un V qui m'indique que c'est parfait comme ça avec ces broadcasts. Donc effet luminosité. On a vu un autre effet qui éventuellement va pouvoir vous rendre service. Là on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus complexe, mais je vous le présente quand même. Ça va être l'effet étalonnage. Voilà. Vous avez un dossier qui s'appelle étalonnage, qui va vous permettre d'équilibrer les couleurs. Si toutefois la balance des blancs de la caméra a été mal faite au départ. Donc je vous conseille de prendre l'étalonnage à 3 voix. Donc toujours la même chose, je prends mon effet, je glisse sur la piste vidéo concernée, je lâche mon doigt. Vous avez vu, là on était déjà positionné sur l'onglet filtre de la séquence concernée, et vous avez l'outil, le plugin étalonnage qui est apparu. Donc le plus simple pour le contrôler correctement et faire les corrections correctement, vous allez appuyer sur visuel. Vous avez 3 cercles qui apparaissent les uns après les autres. Vous allez prendre pour les blancs la petite pipette qui se trouve ici, et vous allez lui dire le mur qui est derrière est effectivement un vrai blanc. Je clique sur ma pipette et vous avez vu la petite modification de couleur qui s'est effectuée. Avec cet étalonnage là, l'image devient tout de suite beaucoup plus réelle et beaucoup plus proche de ce qui a été filmé dans la réalité. Alors je vais faire la même chose avec l'étalonnage des noirs. Je prends la pipette dans les noirs, je clique sur la pipette. Je vais chercher quelque chose qui est absolument noir de noir, il n'y a aucun doute sur sa couleur. Là je vois que c'est du noir, je clique dessus et vous voyez à nouveau la couleur de l'image a été légèrement modifiée. Pour les intermédiaires, ne vous cassez pas la tête avec ça, parce qu'on ne peut pas toujours les trouver systématiquement. Regardez ce qui se passe aussi au niveau de la saturation dont on parlait tout à l'heure. Là je suis en train de saturer complètement mes images avec la couleur. Lorsque je sature les images, là visiblement il y avait 2 sources de lumière. Un éclairage par ampoule au-dessus qui fait que lorsque je sature la lumière, les oranges ressortent terriblement. A contrario, si je désature, on va passer en noir et blanc. Hop, je reviens au centre parce que là malgré tout la couleur est bonne comme ça. Voilà, donc outil étalonnage qui peut vous être utile. Bon, là on a vu les principaux outils que vous aurez besoin d'utiliser. Imaginons que votre montage soit terminé. Tiens, si votre montage est terminé, vous y mettrez un générique. Donc générique, on va retourner dans Effets, Générateur vidéo, Texte, et un générique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un défilant vertical. Défilant vertical, je le positionne à l'endroit qui m'intéresse, soit sur de la vidéo, soit sur du noir directement. Si c'est sur du noir que vous voulez que votre texte défile, vous voyez là, comme le fait l'exemple actuellement, il faut de préférence mettre une amorce sous votre texte. Sinon ça va poser des difficultés à Final Cut. Et toujours pareil hein, pour le générique défilant, vous double-cliquez sur l'option défilant vertical, vous allez dans Contrôle, vous tapez votre texte, blablabla, 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 vous choisissez les polices, couleurs, etc. Et vous pouvez vérifier manuellement ce que cela donne, si vous n'avez pas fait de faute ou quoi que ce soit, si la durée est bonne. Si c'est un peu trop long, vous réduisez tout simplement la durée. Vous voyez, vous réduisez la durée de votre effet, de votre texte, vous réduirez l'amorce, etc. Et là c'est en rouge, donc vous n'oublierez pas, pour vous assurer que tout va bien, de tout rendre les deux, vidéo et audio. Ok, une chose qui va être, là, donc là j'annule, parce que vous voyez c'est un peu long, 4 minutes. Une chose qui est importante lorsque vous aurez terminé votre film, il faudra évidemment faire l'exportation du film. Alors l'exportation, ça veut dire
que pour le mettre sur le DVD, vous avez besoin d'une opération particulière. Pour effectuer cette opération, il faudra évidemment que tous les calculs soient effectués. Et à partir de là, vous ferez fichier, exporter via la conversion QuickTime. Alors, il vous faudra évidemment choisir l'emplacement où vous allez envoyer le film final une fois que vous aurez terminé votre travail. Là, en l'occurrence, il est dans mon disque dur externe, sauvegarde, film, etc. Ce qui est important, c'est le format que vous allez choisir. Alors, vous allez choisir le format QuickTime. Je vous conseille. Vous allez ensuite dans Options. Dans le réglage vidéo, je vous conseille de prendre la compression H264. Vous voyez, il y a énormément de possibilités qui se correspondent à des codecs qui existent sous différentes caméras, sous différents ordinateurs. Il y a tout un tas de vitesses qui sont indiquées. Pour ne pas vous casser la tête, prenez le H264, c'est un format léger et de bonne qualité. Animation, ça vous ne touchez pas. Débit automatique, vous ne touchez pas. Image clé, chaque 24, vous laissez tel que c'est. La qualité, je vous conseille de prendre la qualité maximale. Et pour l'encodage, vous prendrez, pour que ça reste dans une bonne qualité, qualité optimale, passe multiple. C'est beaucoup plus long, mais c'est bien meilleur pour ce qui est du rendu. Il faut compter 3 fois la durée de votre montage pour que les calculs se fassent. Alors, filtre, normalement vous n'avez rien à toucher. Dans filtre, vous ne touchez rien. Par contre, la taille va être importante. Là, actuellement, il me propose d'utiliser le compresseur natif. Là, de ce qu'il m'indique, c'est une qualité qui est très basse. Donc, je ne vais pas prendre ça. Pour avoir la meilleure qualité possible, vous prenez du 1920 par 1080 HD. Là, vous serez sûr que votre image sera parfaite si vous avez filmé en haute définition. Pour éviter qu'il y ait des soucis de qualité, je vous conseille de cliquer conserver les proportions via Letterboxd et aussi de désentrelacer la vidéo source. Okay. Pour le son, vous n'aurez rien à toucher. Assurez-vous simplement que ce soit en stéréo. Vous pouvez mettre la qualité optimale tout de même pour le son. Ok. Et une fois que vous avez effectué ces réglages, vous cliquez sur OK, enregistrer. On attend un petit peu que ça se lance. Et là, le travail va se faire. Au final, vous aurez donc un fichier Move qui va apparaître. Ce fichier Move, il faudra ensuite le passer dans un autre logiciel de gravage de DVD pour que vous puissiez le présenter correctement à vos enseignants.